Bienvenue dans ce décryptage clinique. Aujourd'hui, on va diagnostiquer un mal moderne qui nous touche presque tous, cette fameuse fatigue mentale. En tant que psychologue s'intéressant de près à l'économie de l'attention, il est absolument fascinant et, soyons honnêtes, un peu effrayant, de voir à quel point le cerveau humain cherche désespérément à se distraire. C'est comme si l'esprit était littéralement terrifié par le vide et l'immobilité. Alors pourquoi réagit-on comme ça? Plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Au menu de notre exploration, le symptôme de la distraction, la mécanique de l'attention, le réseau du mode par défaut, le lien étonnant entre créativité et oisiveté, et pour finir, un petit protocole ultra pratique de 3 minutes. Commençons tout de suite par notre premier point, le symptôme de la distraction. Et pour ça, il faut observer une pulsion vraiment fondamentale chez l'être humain. Cette envie irrépressible de fuir nos propres pensées ne date pas d'hier. Dès 1654, Blaise Pascal écrivait que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, ne pas savoir rester en repos dans une chambre. C'est une observation philosophique absolument cruciale. Elle nous prouve que cette peur du silence intérieur, ce n'est pas juste un bug de l'ère numérique. Non, c'est une condition profondément enracinée dans notre psyché, une vulnérabilité que notre époque a tout simplement fait exploser. Bien sûr, les méthodes pour s'échapper ont radicalement changé. Au XVIIe siècle, on fuyait l'ennui avec de parties de chasse épiques, des jeux de cartes ou des intrigues de cour. Aujourd'hui, la fuite tient dans une poche. C'est le défilement infini sur les écrans, l'avalanche de notifications. Les outils sont différents, mais la fuite psychologique reste exactement la même. C'est toujours une stratégie pour éviter de se retrouver face au vide. Et pour mesurer la sévérité de cet évitement, il y a un chiffre qui donne le vertige. 190. Lors d'une étude universitaire sur la tolérance à l'ennui, on a laissé des volontaires seuls dans une pièce vide pendant 15 minutes. Leur seule option pour briser la monotonie, un bouton qui infligeait un léger choc électrique. Un participant a préféré s'administrer volontairement 190 chocs électriques plutôt que de supporter le silence de son propre esprit. C'est dingue, non? Ça montre à quel point le cerveau redoute l'introspection forcée, au point de préférer la douleur physique. Passons à notre deuxième point, la mécanique de l'attention. Comment nos outils modernes exploitent-ils cette peur du vide? Tout repose sur un principe psychologique redoutable qu'on appelle la récompense variable intermittente. En clair, c'est le même mécanisme de renforcement imprévisible qui rend les machines à sous dans les casinos si addictives. L'économie de l'attention a littéralement transformé nos téléphones en boîtes de Skinner. Un simple balayage de l'écran vers le bas, c'est neurologiquement la même chose que tirer le levier d'une machine à sous, dans l'espoir d'obtenir une petite récompense incertaine. Nos applications sont devenues de véritables machines de persuasion. Elles contournent notre cortex préfrontal, qui est notre centre de décision rationnelle, pour taper directement dans les zones primitives du cerveau. En détournant notre système dopaminergique, qui à la base a évolué pour nous pousser à chercher de la nourriture dans un environnement hostile, ces algorithmes nous bombardent d'une stimulation artificielle continue. Résultat clinique, on se retrouve avec une compulsion neurologique qui nous pousse à déverrouiller un écran par pur réflexe entre 96 et 150 fois par jour, et souvent sans même s'en rendre compte. Mais attention, le coût de cette hypervigilance est colossal. 23 minutes, c'est le temps exact qu'il faut au cerveau pour évacuer ce qu'on appelle les résidus d'attention et retrouver un état de concentration profonde après une seule petite interruption. Chaque vibration prélève une taxe invisible sur notre bande passante mentale. Ce fameux brouillard cognitif ou cette fatigue chronique qu'on ressent tous, ils viennent en grande partie de ce fractionnement perpétuel de l'attention. Ce qui nous amène à la troisième partie, le réseau du mode par défaut et la puissance insoupçonnée de notre inactivité. La neuroscience moderne a fait une découverte totalement contre-intuitive à ce sujet. Le réseau du mode par défaut, c'est ce système cérébral qui s'illumine spécifiquement quand on se repose, qu'on s'ennuie ou qu'on laisse notre esprit vagabonder. En fait, un cerveau inactif ne s'éteint pas du tout. Au contraire, il lance un système d'exploitation de fond ultra puissant qui réalise le travail cognitif le plus sophistiqué qui soit. Ce fameux réseau accomplit un vrai travail de maintenance. Ce vagabondage mental, loin d'être une perte de temps, est fondamental pour digérer le stress de la journée. C'est ce qui nous permet de générer de l'empathie, d'anticiper l'avenir, comme un simulateur de vol neurologique, et de consolider notre propre identité. C'est dans cet espace de silence que notre cerveau connecte des idées invisibles pour résoudre des problèmes et réguler nos émotions. Mais voici le diagnostic clinique le plus alarmant de cette dynamique. Ce réseau de maintenance essentielle est biologiquement bloqué dès l'instant où l'on consomme activement des stimuli externes. Le réseau par défaut ne peut tout simplement pas faire son travail de réparation psychologique tant qu'un écran ou même un flux audio monopolise l'attention. Sans temps d'arrêt, l'esprit est privé de sa soupape de sécurité naturelle. Abordons maintenant la quatrième partie, la créativité et l'oisiveté volontaire. Car oui,
l'ennui n'est pas un ennemi. Le philosophe stoïcien Sénèque le disait déjà. Ce n'est pas une question de courage face à l'ennui, c'est de comprendre à quoi il sert. La philosophie antique avait anticipé les IRM modernes. Elle avait compris intuitivement que cultiver le vide est le terreau de la pensée profonde. L'ennui, c'est en fait le prélude neurologique indispensable à l'inspiration. Sénèque appelait cet espace l'otium. C'est un vide intentionnel, une jachère délibérée de l'esprit. En thérapie, on cherche souvent à transformer ces moments de vide effrayants en une nécessité protectrice pour intégrer les événements de la journée et forger une vraie résilience. Cultiver cet otium aujourd'hui, c'est presque un acte de rébellion bien-être face à notre environnement saturé. Et c'est prouvé scientifiquement. Dans des études très sérieuses sur la créativité, on a demandé à des gens de lire un annuaire téléphonique de bout en bout avant de résoudre un problème. Les résultats sont incroyables. Plus la tâche préalable est atrocement ennuyeuse et sous-stimulante, plus le pic de créativité qui suit est élevé. L'ennui agit comme un ressort qu'on comprime. Une fois relâché, il propulse l'esprit vers des solutions inédites. Ce qui nous mène à notre 5e et dernière partie, le protocole de 3 minutes pour réapprivoiser l'ennui au quotidien. L'idée n'est pas de partir vivre dans une grotte, mais d'appliquer une petite thérapie d'exposition à l'ennui. La première minute est rude, il faut accepter l'inconfort et l'agitation d'un cerveau en sevrage de dopamine. La deuxième minute, le système parasympathique s'enclenche, le bavardage intérieur change, la respiration ralentit. Et à la troisième minute, la magie opère. Le réseau par défaut s'active, l'anxiété laisse place à une connectivité neurologique apaisante et réparatrice. Au quotidien, ça demande juste des petits ajustements. Observer l'envie réflexe de sortir un écran dans une file d'attente et choisir de ne rien faire. Marcher sans écouteurs, manger en silence, ou simplement rester au lit 5 minutes le matin avant de laisser entrer le monde extérieur dans sa tête. C'est un petit investissement quotidien qui nourrit l'intelligence émotionnelle sur le long terme. Finalement, en lâchant cette béquille de stimulation permanente, une question magnifique s'impose. Quelles idées révolutionnaires, quelles émotions enfouies et quelles connexions inattendues n'attendent qu'à être découvertes juste derrière ce bruit de fond quotidien. Il est peut-être temps d'avoir le courage de découvrir ce qui se cache réellement dans le silence. Merci d'avoir suivi cette analyse.